Comment lire la transition guinéenne aujourd'hui? La question se pose. Donc surtout après le discours de New York et les événements du 4 novembre dernier. Plusieurs indices par ailleurs dans l'espace public laissent redouter que le CNRD se soit donné de nouvelles priorités. Des priorités autres que celles dans l'immédiat du retour à l'ordre constitutionnel. Un virage, pour parler précisément, qui, s'il en est, coïncide avec la reprise donc par les FAMA de la ville symbolique de Kidal et puis au Libéria, l'élection de Bouaké à la tête de la présidence de l'État libérien. Docteur Féa Milimouno, fin suiveur de ces actualités, est notre invité de ce matin. Docteur, Roby, est-ce qu'on peut lui activer son micro? Bonjour, docteur. Oui, bonjour Tamba, bonjour à l'équipe des GG de ce matin. Merci d'être notre invité. Je pense qu'il est fouteux ou pas, docteur? Oui, j'espère. En tout cas, il ressemble à un ancien footballeur. Vu sa je l'ai été. Mais il y a longtemps de cela, quand j'étais au primaire, j'étais un bon gardien. Au primaire. Je rêvais de garder pour la Guinée. Ça fait. Alors, si vous connaissez l'histoire, si vous savez l'histoire qui a fait qu'il a renoncé au football, c'est encore incroyable qu'il soit footballeur. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Non, parce que c'est une histoire. Mais l'histoire, c'est quoi l'histoire? Raconte. Non, ça c'est secret entre... Mohamed Ali est... Mais lui, ça va sortir à un moment. Non, il a promis. Alors, docteur, très rapidement, on ne va pas revenir sur la question de la Figui Foot, on va passer à des choses beaucoup plus sérieuses. C'est que la semaine dernière, au Libéria, il y a eu des élections. C'est pas possible. Des élections qui ont connu la défaite d'un candidat, un candidat pas des moindres, Georges Weah, et qui a connu la victoire d'un binational guinéo-libérien, Joseph Boakai, qu'on présente d'ailleurs comme votre... Les Libériens. Oui, laissez-moi le dire. Qu'on présente d'ailleurs comme votre ami. Et Georges Weah a pris cette défaite avec beaucoup d'élégance. Oui, il faut le reconnaître. Alors, c'est la question de l'élégance dans la décision de Georges Weah. Je crois que sur le continent africain, Georges Weah a marqué un point. Parce que quand on va en Afrique aux élections, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule sortie, c'est-à-dire la victoire. Même quand on sait qu'on a perdu, on va entretenir un flou et ça peut souvent dégénérer en violence, etc., etc. Ce que Weah a fait pour le Libéria que j'ai dernièrement fréquenté, ça aurait été un risque qu'il ne prenne pas, n'est-ce pas, la direction qu'il a prise très tôt. Parce qu'on sentait à Monrovia comme dans les villes de l'intérieur, on sentait que la tension montait. Alors, il a pris tout le monde de court, d'abord en appelant son adversaire pour le féliciter et en reconnaissant donc de facto qu'il a perdu et en félicitant le peuple libérien et en appelant ses partisans à rester tranquilles, à regarder l'avenir. Je crois que c'est un discours qui a ramené Weah même dans le cœur des Libériens, parce que le Libéria a connu des problèmes. La guerre a duré des décennies. Alors, créer une situation qui ramènerait le Libéria vers ça, je crois que beaucoup ne lui pardonnerait pas. J'ai suivi des citoyens sur ce qu'il dit. J'ai suivi des citoyens qui disaient il a intérêt à reconnaître sa défaite, sinon c'est la guerre. C'était quoi le climat autour de ce deuxième tour-là? Le climat était très très tendu. D'abord, vous avez vu ce qui s'est passé au premier tour. Ils sont arrivés presque en égalité, 43%, 43%. Et j'ai été témoin des scènes à Monrovia lorsque on affichait les portraits de Weah. Vous voyez un jeune monter pour déchirer, etc., etc. Ça montrait quand même qu'il y avait une tension. Il y avait une tension. Il ne faut pas oublier que Weah a été porté au pouvoir en 2017 par les jeunes. Et c'est les jeunes qui ont été surtout déçus. Parce qu'il y a eu le problème de manque d'emploi, il y a eu la corruption qui a caractérisé son administration, la pauvreté qui a augmenté, surtout le problème de sécurité, n'est-ce pas, qui s'est posé à Monrovia comme à l'intérieur du pays. Alors donc, les jeunes n'en voulaient plus.
Il n'en voulait plus. Et c'est pour cette raison qu'on voyait les tensions que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, eh ben, le Libéria aurait couru quelques risques. Vous y étiez en qualité de quoi? En touriste ou vous étiez allé soutenir? Vous avez participé à la campagne de Boakai? Je suis citoyen de la CEDEAO, vous n'oubliez pas ça. Non, mais docteur Faya, dites-nous. Dites-nous, la coïncidence est quand même parlante. Vous étiez au Libéria pendant les élections, vous avez assisté à des scènes, vous nous décriviez des scènes comme si vous étiez un acteur majeur d'une campagne l'un dans l'autre. Est-ce que vous étiez allé soutenir votre ami? J'étais allé en visiteur, vous savez. Docteur. J'ai beaucoup d'amis au Libéria, en Sierra Leone, un peu partout. Donc vous avez choisi la période électorale pour aller en visiteur. Oui, oui. D'accord. Quel a été votre concours à cette élection, Absolument. On revient là-dessus. Parce que vous êtes un acteur politique, vous avez porté, et ça c'est important, permettez-moi de poser ça, vous avez porté un candidat ici, vous l'avez vendu. Oui. Et on a vu le type le directeur de campagne que vous étiez. Oui. Est-ce que vous avez servi à cela aussi? Est-ce que votre expertise, est-ce que vous avez partagé cette expertise? Est-ce que votre expertise a servi? Écoutez, je n'ai pas fait les grandes gueules. J'étais allé le peu de choses là. Apporter simplement un soutien moral à quelqu'un qui a accepté d'être comme un père il y a longtemps de cela. Il y a des décennies. Oui, je veux parler de Boakai. Voilà. Il y a des décennies, j'étais aux États-Unis. J'ai conduit avec mon oncle, qui est un ami intime. On a conduit de Washington jusqu'à Providence pour aller le rencontrer et me confier à lui. Et c'est qu'il a accepté. Et donc, j'ai échangé avec lui. Et puis, vous vous rappelez, en 2015, quand je devais me présenter aux élections ici, il m'avait invité au Libéria, même si le vieux à l'époque avait mis le pied dedans. Parce que arrivé à Djeké, on m'a retourné jusqu'en Zéro-Corée. Pour Alpha, de chercher d'abord à savoir sur qui je partais et qu'est-ce que j'allais y faire, etc., etc. Alors quand il s'est rendu compte que j'étais probablement invité par Boakai, il a appelé directement la présidente Sirleaf pour dire que bon, ce monsieur, il est de l'opposition dans mon pays, il n'est pas très un semeur de troubles. C'est ce qu'il aurait dit. Obi va poser. Est-ce que vous avez joué un rôle de conseiller, par exemple, à Boakai, par exemple? Non, pas un rôle de conseiller. Je suis allé lui apporter un soutien. Celui du président Doumbouya aussi? Parce qu'on a appris que vous aviez un message du président Doumbouya à l'adresse de Joseph Nyouma Boakai. Non, je n'ai pas convié le message de Doumbouya. Alors, c'est pas un officiel. Bon, enfin, moi je pose des questions. Alors, docteur, j'ai cette question à vous poser. Certes, Joseph Boakai a remporté les élections au Libéria. Il a été sous 2 mandatures vice-président d'une dame très forte de caractère qui a réussi beaucoup de choses au Libéria. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Joseph Boakai a plutôt profité du crédit de Madame Sirleaf pour remporter ces élections? Non, pas du tout. Parce que vous parlez tout à l'heure de... Je dois vous expliquer une chose. Qu'est-ce qui a concouru à son élection réellement, à part le fait que la jeunesse soit déçue? Ce que les Guinéens connaissent de Boakai, c'est que Boakai est cet homme qui est très compétent. Il a dirigé quand il était en... Beaucoup d'entreprises. Non. Je ne le connais pas trop entrepreneur. Il a des entreprises, bien sûr. Mais il a dirigé des entreprises aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est connu pour être très intègre. Posez-vous la question pourquoi Sirleaf ne l'a pas soutenu en 2017. Posez-vous la question pourquoi Sirleaf ne l'a pas soutenu même pour ce dernier combat. Elle s'était ouvertement affichée du côté de Weah. Parce que sachant le Boakai très très rigoureux, très intègre, elle a peur que l'arrivée de Boakai, il peut réveiller que ça l'éclabousse. Voilà, certaines choses, surtout du côté de ses enfants. Alors, c'est ce qui fait que même autour de Weah, ce fut à peu près le même sentiment que les gens avaient. N'oubliez pas, juste après sa victoire, quelqu'un a roulé sur la masse. Il a tué 3 personnes et 18 personnes ont été grièvement blessées. Donc ça, c'est pour vous dire que il est d'abord connu pour quelqu'un de compétent, quelqu'un de très intègre et qui va apporter aux Libériens
ce qu'ils attendent maintenant. Parce que la chose qui a le plus joué contre Weah, c'est la corruption, qui a même été dénoncée par le département d'État. Y compris dans son propre camp. Je veux dire, je parle carrément de la présidence. Comment comprendre que Dr Faya, ici en Guinée, est très virulent contre Alpha Condé pour plusieurs raisons, dont font partie son âge, puisse être porté à soutenir un vieux de 78 ans du côté de Libéria quand même. Non, je n'ai pas été après Alpha à cause de son âge. Ah oui, non, je n'ai pas été. Non, vous ne sortirez aucune de mes communications où j'ai attaqué l'âge de Alpha. Non, pas du tout. J'ai été témoin de choses, d'une campagne aux États-Unis où les gens avaient voulu faire de l'âge un problème entre Dukakis et Reagan à l'époque. D'accord. Dès le début du débat entre Dukakis et le vieux, Reagan a dit: Monsieur Dukakis, je vous promets que je ne vais pas utiliser mon âge contre vous. Tout le monde a ri et on n'en a plus parlé jusqu'à la fin de choses. On ne peut pas attaquer quelqu'un. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit lorsque le CNRD est arrivé. On a ramené un peu le débat générationnel pour dire les jeunes n'ont pas d'emploi en Guinée parce que les vieux ne veulent pas quitter. Non, ce sont deux choses qui ne sont pas du tout liées. Parce que même si le président Doumbouya prenait la décision de sortir les 90 000 personnes qui sont dans la fonction publique aujourd'hui, il ne peut pas employer 10% des jeunes qui sont au chômage. Donc, ce sont deux problèmes complètement différents. Et donc, je n'ai jamais été après le procès Alpha Condé à cause de son âge. Très bien. La machine est donc allumée, Jacques. Au retour, on pourra justement avancer sur l'actualité de notre pays. On va marquer une pause de 10 minutes avec Dr Faya Milimono. On va se retrouver là et on va aborder la transition guinéenne. Elle qui nous attend et qui prend des virages, parfois que l'on ne comprend pas. Mais un des acteurs nous livrera son avis tout à l'heure. C'est dans 10 minutes. La prolongation, ou le dernier bout de cette émission, avec vous et avec Dr Faya Milimono, notre invité de parcours. Il est avec nous en studio. Jacques, on poursuit cette interview avec vous. Une dernière question sur le Libéria. On a vu cette élection plutôt calme, même si il y avait des tensions dont vous parliez tout à l'heure. C'est quand même un pays qui réussit à se stabiliser. Non seulement sur le plan social, en tout cas avec les crises qu'on a connues par le passé, mais également sur le plan politique avec deux transitions. Et derrière, il y a des défis économiques quand même qui restent posés. Énormes. De 2006 à maintenant. Et est-ce que ces changements ont eu un impact sur l'économie du pays? Pas tellement, parce qu'en fait en 2006, lorsque l'équipe de Sirleaf arrivait, tout était à refaire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées pendant les 12 ans de Sirleaf Boakai. Alors c'est comme si le temps s'était arrêté avec Weah, parce que lorsque vous voyez même l'image de Monrovia aujourd'hui, ça ne donne pas assez d'espoir. La pauvreté, elle se lit. C'est un petit village. Oui, elle se lit sur la figure des gens, l'insécurité, les galopantes, etc. etc. C'est surtout cela qui a permis à Boakai de constituer une équipe costaud pour soutenir sa candidature. Parce qu'il faut reconnaître le facteur Prince Johnson de Nimba, où le vieux a gagné quasiment à 80% presque. C'était quelque chose. Il y a aussi le jeune sénateur Koné qui a dirigé l'équipe de sécurisation du vote, parce que c'est vrai, on a apprécié le travail fait par la commission électorale, mais il faut dire qu'il n'y avait pas tellement de marge de manœuvre. L'équipe Boakai avait, sous la direction de Koné, le sénateur, des gens dans tous les bureaux de vote, avec chaque bureau de vote un téléphone Android connecté. De sorte que le jour que le scrutin a eu lieu, à 22 h, ils avaient à peu près l'image exacte de ce qui s'était passé. Ce qui a fait qu'une petite tentative s'était tout de suite dénoncée. Sans compter que la diaspora était, comment on appelle ça, à 100% du côté de l'équipe Boakai.
Très bien, très bien. Il y a quand même un mot sur cette actualité où on n'a pas entendu assez nos acteurs politiques. La reprise de Kidal. Depuis plus de 10 ans, l'État malien a foutu le camp, malgré la MINUSMA, malgré... Barkhane, Serval... Justement, et même la coalition internationale autour du Mali, rien n'en était. Lorsque Assimi Goïta arrive, il y a ces prophéties de malheur qui sont faites sur le Mali. Il déjoue les pronostics. Comment vous avez accueilli ça? Comment vous lisez ça? Et quelle perspective cette reprise de Kidal pour l'espace sahélien qui est très en proie aux attaques terroristes? Il faut commencer par tirer le chapeau au président Koïta, qui est en train de faire un excellent boulot. Tout le monde sait le challenge au Mali avec le Nord. Alors, la prise de Kidal donnera davantage l'espoir et l'énergie à ceux qui sont en train de combattre, que ce soit du côté du Mali, du côté du Burkina Faso, du côté du Niger. Et s'ils venaient à avoir raison du terrorisme, n'est-ce pas, ces trois pays, je crois que ça va changer beaucoup de perceptions. Surtout quand on sait que vous avez cité toutes les interventions, notamment de la France, etc., qui n'ont pas donné grand-chose. Ça donne un peu raison au Premier ministre qui a dénoncé, n'est-ce pas, ce qui se faisait en dessous. C'est-à-dire qu'il y avait au grand jour le soutien, mais à l'ombre, il y avait un autre soutien, ce qui rendait le match 0. Donc on soutenait les deux côtés. Aujourd'hui, si le Mali a réussi à avoir un soutien du côté du gouvernement, il faut se féliciter. Mais tout cela ne peut être stabilisé à long terme que lorsqu'on revoit complètement le centralisme à outrance dans nos petits États que nous sommes. Et centralisme à outrance dans nos petits États, mais le Mali n'en est pas un du point de vue du territoire. La région de Kidal et autour, c'est plus ou moins la superficie guinéenne. Comment la région il de s'en Kidal, sort? c'est plus que la Guinée. Oui. Comment on s'en sort avec un tel territoire? Non, comment on s'en sort? Il faut décentraliser le pouvoir. Il faut que les gens, à la base, aient l'impression d'être en contrôle de leur devenir. Écoutez, le Nigeria, c'est un grand pays. Aller vers un fédéralisme au Mali, une fédération malienne? Bien sûr. Parce que tout ce qui peut rassurer les gens, à la base, il ne faut pas que toutes les décisions concernant les Maliens se prennent à Bamako. Ce débat-là a été posé même dans l'accord d'Alger. Il était prévu ce qu'ils avaient nommé décentralisation poussée. Et ce qui ressemblait à une certaine autonomie, puisqu'on disait par exemple, l'économie locale, tout devrait être géré par des autorités locales. Et les autorités de la transition se sont opposées, puisque le texte ne va pas être intégré dans la nouvelle constitution. C'est la peur quand même au Mali que le fédéralisme et même la décentralisation très poussée n'amènent des gens de Kidal à aller vers leurs rêves, parce qu'il y en a qui rêvent d'avoir un État, l'Azawad, depuis toujours. Est-ce que, de votre compréhension, n'est-ce pas, de cette politique de ce côté, ça, c'est pas un risque, parce que tout n'est pas Nigeria. À court terme, oui, il peut y avoir des victoires militaires, mais pour stabiliser le Mali, il faut y aller. Il faut aller vers une fédération. Il faut aller vers une décentralisation poussée, avoir une structure militaire forte pour maintenir l'intégrité de l'ensemble du territoire. Parce que si on ne va pas vers ça, je ne vois pas si ces gains qu'ils sont en train de faire militairement aujourd'hui pourront tenir à long terme. Si je ne m'abuse, c'est 5 fois la Guinée, le Mali. Le Mali, ouais. C'est 5 fois la Guinée, un tel territoire avec la désarticulation de l'institution d'État. La question, c'est comment on peut tenir sur la durée. Ça reste une chose, mais les ambitions idéologiques poursuivies par certains territoires pourraient-elles coller avec l'idéal d'une république, comment on appelle ça, une république fédérale mais laïque,
Est-ce que ça pourrait... Comment vous lisez ça? Je crois que si on va vers, effectivement, je crois que le pays est déjà laïque. Le pays est laïque. Il est laïque. Mais il y a la volonté de certains d'aller vers une république islamique. Il faut maintenir la laïcité, ça c'est un. Il faut travailler à l'autonomisation des régions, mais en maintenant le levier pouvoir militaire dans les mains du gouvernement central, du gouvernement fédéral. Pour maintenir. Regardez dans tous les pays, des grandes gueules. C'est ça le défi. Les États-Unis, il y a des gens qui ont ces velléités-là. Au Canada, les velléités du Québec d'être indépendant, etc., etc. Mais tant aussi longtemps qu'au niveau du gouvernement fédéral, on a une armée forte, suffisamment forte, pour maintenir l'intégrité du territoire, ça peut tenir. Mais c'est le contraire qui m'étonnerait, c'est-à-dire continuer le centralisme à outrance, n'est-ce pas? Et sur ces gains qui sont en train d'être faits sur le plan militaire, ça ne pourra pas tenir longtemps. Est-ce que le projet de fédération guinéo-malienne, ou guinéo-sahélienne, j'ai envie de dire, est-ce que ça vous paraît pertinent aujourd'hui? Écoutez, je suis de ceux parce que plusieurs en parlent. Hein. Je suis de ceux qui croient que tant que l'Afrique va se maintenir dans les petits États que nous composons, nous jouons le jeu du colonisateur et nous resterons au même niveau. Vous comprenez? Aujourd'hui, pour que je me déplace en Sierra Leone, je vais faire quasiment 2 heures à la frontière, malgré la CEDEAO, malgré le Manoriva, etc., etc. Il faut que nous comprenions une chose. Le salut de l'Afrique est dans l'unité. On peut aujourd'hui aller, s'il y a une volonté politique, vers un gouvernement fédéral qui ait des compétences très limitées. Un gouvernement même de 7 personnes. Il y a des domaines qui doivent être aujourd'hui transférés. Écoutez, lorsque vous prenez le côté militaire, on est en train de voir nos budgets asphyxiés dans ces petits États avec des armées très très fortes. Qu'est-ce qu'elles ont à faire? 65 ans, nous sommes indépendants, nous n'avons pas été attaqués par quelqu'un. Enfin. À part le fait... Un peu quand même. Il y a des crises internes. Non, il y a eu des crises internes majeures. Il y a eu des attaques. Non, ça c'est quand même... 70, 2000, il y a eu des attaques. Oui, mais la différence de ces attaques, c'est que ce n'est jamais un gouvernement étranger de façon officielle qui déclare la guerre à la Guinée. Vous comprenez? C'est toujours soit pour sauver un intérêt particulier, etc., ce qui est arrivé. Donc, si aujourd'hui en Afrique, les chefs d'État, au lieu d'aller boire du champagne chaque fois à Addis Abeba, ne pas prendre des décisions fortes, vous allez à Washington, vous trouvez 54 drapeaux africains, 54 ambassadeurs, avec tout leur staff. Combien ça coûte à l'Afrique, ça? L'Afrique a besoin d'un ambassadeur à Washington. Un à New York, mais qui est le pouvoir réel. Mais c'est autant pour l'Asie, par exemple. Pardon? J'ai dit c'est autant pour l'Asie. C'est autant pour les Amériques latines. Je veux dire, l'Asie a pu s'en sortir dans les États, mais il y a que, lorsque vous prenez la Chine... Oui, la Chine, c'est un pays continent. L'Inde y compris. Un peu l'Inde. Etc., etc. Il y a l'Inde qui est aussi un pays continent, etc., etc. Nous, en Afrique, on est tellement émiettés qu'il n'y a aucun pays africain, en tout cas, peut-être que vous me donnez l'exemple, qui peut assurer aujourd'hui à l'interne l'intégrité de son territoire à travers son armée. Nous sommes en Guinée ici, hein, le Mali, hein, la Côte d'Ivoire, etc., etc. C'est vrai Je crois qu'il faut aller vers une unité d'action au niveau africain avec un premier ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas, un ministère chargé du commerce, une monnaie commune. C'est un rêve, mais il faut aller vers ça pour que nous sortions de ces petits États dans lesquels nous sommes. Très bien. Excusez-moi, est-ce que vous croyez que c'est un début, la fédération Guinée-Mali? Parce qu'on a vu d'autres fédérations dans le temps. Hein. Bien sûr. On a vu Guinée-Mali, Ghana. Mali-Sénégal. On a vu le Soudan. C'est pas aller loin. Et plus le Sénégal. Est-ce que ça, c'est suffisamment sérieux pour être un début? La deuxième question, c'est cette coopération dans le domaine sécuritaire. Coopération militaire dans le Sahel entre le Mali, le Burkina et puis... L'Alliance des États du Sahel. L'Alliance,
merci, du nom de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est le début, enfin, comparé à ce qui se passe avec la Guinée? C'est l'OTAN sahélien. Voilà. C'est l'OTAN du Sahel, quoi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui constitue véritablement une avancée dans le sens de l'unification des États? En fait, les fédérations dont vous avez fait mention, c'est vrai, ça a été déclaré dans le discours, mais il n'y a pas eu d'action réelle qui ait soutenu cela. La fédération Guinée, Mali, Ghana, la fédération, ça n'a pas été soutenu véritablement. Il y a eu les déclarations qui ont été faites, qui étaient appréciées par les citoyens ou des peuples des pays concernés, mais ça n'a pas été soutenu en termes de volonté politique. Vous prenez la CEDEAO, on est en train de chercher une monnaie commune et on veut que nous ayons à peu près le même développement économique, on ait certains critères de convergence, etc. C'est un faux débat. Lorsque les États-Unis, les 13 premiers États se formaient, il n'y avait rien que Maryland avait en commun avec New York. Vous comprenez? Mais ils se sont mis ensemble et ça grandit jusqu'à 50 États. Aujourd'hui, ils sont une superpuissance que nous continuons à admirer. Il faut que nous ayons cette volonté politique au niveau de nos chefs d'État. Vous pensez que cette volonté politique, ça existe entre la Guinée et le Mali en ce moment? Parce qu'après, nous, on apprend que Doumbouya et Goïta, ils se parlent même presque plus. Et cela refroidit un tout petit peu les relations. Souvenez-vous qu'avant, on voyait même des ministres maliens, ils ne se faisaient pas un mois sans qu'il y ait une collaboration entre le Mali et la Guinée, sans que des ministres ne se déplacent. Jusqu'à participer à nos conseils de ministres. Exactement, en fait. On pensait que ça allait mieux, mais on a l'impression que depuis mi-2023, quelqu'un a soupçonné l'autre d'être trop ami avec les Français, et puis quelqu'un s'est méfié de quelqu'un. Du coup, voilà quoi. Et on a l'impression que cette fédération, ça ne fonctionne plus. Non, je crois que si l'idée qui a germé ne se maintient pas, ça serait décevant. Ça, c'est un message qu'il faut envoyer clairement aux autorités guinéennes. Il faut continuer à entretenir cette relation, il faut la mûrir, il faut la soutenir. C'est la voie pour l'Afrique de s'en sortir, j'y crois. Très bien, c'est la voie pour l'Afrique de s'en sortir. Docteur, on va revenir chez nous, vraiment, mais de plein pied cette fois, pour parler de la transition. Le retour à l'ordre constitutionnel pour 2025, vous y croyez? C'est difficile à dire pour 2025. Et il y a une chose que je vais dire pour commencer. En fait, normalement, ça a une réponse oui ou non. Est-ce que vous y croyez? Le retour à l'ordre constitutionnel pour 2025. J'y crois tant aussi. Non, parce que c'est quelque chose que vous avez soutenu. Hein. Mais bien sûr. Oui, mais aujourd'hui, vous doutez, c'est ça? Écoutez, Monsieur Ali, ce que je vais rappeler aux auditeurs et à vous qui êtes ici au studio, le débat qui a eu lieu entre la CEDEAO d'une part, le gouvernement et le CNRD de l'autre, c'est un débat auquel nous, acteurs politiques et sociaux, n'avons pas pris part. Je dois rappeler que nous étions en train, entre acteurs guinéens, de débattre pour déterminer en combien de temps cette période transitoire allait durer. Et je crois que vous pouvez encore vous rappeler qu'on a pointé du doigt 36 mois. 36 mois. Parce que lorsque nous avons commencé l'ère CNRD, il y a une chose à laquelle je crois encore aujourd'hui, la précipitation de 2008-2009, avec les drames que nous avons connus qui continuent encore à nous hanter, ça ne nous a amené nulle part. Comment expliquez-vous qu'un pays qui a été indépendant depuis 1958, on ne connaisse pas encore aujourd'hui qui est né quand, qui s'est marié quand, qui est mort, qui ne l'est pas? Vous comprenez? Comment pouvez-vous comprendre que 65 ans après notre indépendance, si je demande tout à l'heure à Ali de me dire chez lui, l'adresse de chez lui, il va commencer à m'écrire un livre. Parce qu'il faut décrire la couleur de toutes les maisons qu'il faut traverser, etc., etc. Quand on dit refondation, c'est un peu tout cela. Vous comprenez? Nous sommes en train d'attendre. Il y a eu un premier débat d'orientation constitutionnelle que nous avons tous fait. Nous avons, à l'heure là, aujourd'hui, nous demandons au CNT de nous montrer le
l'avant-projet de constitution, parce que le débat... Moi, je comprends continuer. le contenu, docteur, mais ce que je ne comprends pas, c'est d'abord sur la date, en fait. 2024 est censé être la fin même des 36 mois que vous avez proposé. Je vais dire, vos 36 mois doivent se retrouver, effectivement, dans ce qui a été fait. C'est 36 mois, c'est 3 ans. 2024, ça fera presque 3 ans. Ça dépend de... Non, ça dépend de l'année de démarrage. Ça va faire 2 ans. L'année de démarrage, pour moi, c'est 5 septembre. Bon. Après, là-dessus, ils sont tous d'accord. L'année de démarrage, c'est le 5 septembre. Une année après. Une année après. Une année et quelques petits mois après. Alors, partons sur cette logique-là. Ça voudrait, si on doit respecter vos 36 mois, il doit y avoir une année de plus sur 2024. Donc, pour vous, la fin de la transition peut aller jusqu'en 2025. Ça ne vous dérange pas? Écoutez, on n'en est pas là encore, parce que pour l'instant, même si ça a été fait à notre insu, même s'ils n'ont pas pris part à ce débat, le gouvernement et le CNRD nous ont rassuré que les 24 mois seront tenables. Et mais vous en doutez? Jusqu'aujourd'hui, lorsque nous écoutons les membres du gouvernement, nous écoutons les communicants du côté de CNRD, on continue à nous rassurer. Le jour que la question va se poser, de savoir que... Au-delà de ce qu'on vous dit, qu'est-ce que vous voyez? Ça se fait pour vous. Est-ce que, par exemple, vous, il y a quand même ce comité de suivi. Voilà. Il y a eu un cadre de dialogue qui a été institué. Qu'est-ce que vous en savez au-delà de ce qu'on vous dit? Nous recevons de façon régulière des rapports. Nous savons que le recensement général de la population et de l'habitat, il est en cours. On est assez avancé, n'est-ce pas? Et au niveau de l'établissement du fichier électoral, on en est arrivé déjà au schéma. Hein? Le RAVEC va bientôt commencer. Hein? On a déjà installé les comités et préfectoraux et communaux. Hein? Et puis donc, une fois que... Alors vous répondez toujours pas à la question de Tamba. Mais je suis en train de vous dire les avancées. Non, vous êtes en train d'expliquer d'abord le contenu. Moi, c'est la réponse qui m'intéresse. 2024, fin 2024, c'est tenable pour vous ou pas? Un nouveau président, janvier 2025. C'est le souhait. Oui, c'est le souhait. Mais si on n'arrivait pas à l'avoir et qu'on l'ait en bonne et due forme en 2025, j'accepterais. Donc ça ne vous dérangerait pas qu'on aille au-delà de 2024? La transition aille jusqu'en 2025. Le souhait, c'est que nous ayons un nouveau président, une nouvelle assemblée, les nouveaux conseils communaux, parce que tenez-vous bien, nous avons promis cette fois-ci de commencer par les élections locales, ce qu'on a refusé de faire en 2008, 2009 et 2010. Oui. Nous savons ce que nous avons payé comme prix lorsque nous avons eu un président, en imaginant qu'il serait un enfant de cœur. Ça nous a coûté 60 vies. D'accord. Alors vous êtes dans la même logique que il s'appelle comment, Bogola Abba, qui parle d'une rediscussion sur non, une discussion potentielle. Je n'irai pas jusqu'à dire une rediscussion, parce que en ce qui nous concerne à la CPR, en ce qui nous concerne au Bloc libéral, lorsque nous avons avancé des choses, nous les avons avancées sur la base de la lecture que nous avons faite et surtout des ambitions que nous avons pour notre pays. Je vous l'ai dit et je le répète, c'est pourquoi j'ai hâte de voir l'avant-projet de constitution. Si on reconduit le même schéma d'élection d'élection législative avec une liste nationale de 76 et puis les proportionnelle, uninominale. En tout cas, il y aura débat parce que ça ne nous a pas permis d'avancer. 20 ans ou 30 ans que nous avons pratiqué. Quel changement vous avez proposé? Nous avons proposé des changements, parce que si vous regardez aujourd'hui Kaloum et vous comparez Kaloum à Matoto où nous sommes, ça ne fait pas... ce sont deux communes qui sont incomparables. Vous ne pouvez pas comparer par exemple Yomo à Kankan, vous ne pouvez pas comparer Zérekoré à Tougué, etc. etc. Le principe fondateur d'une république, c'est l'égalité en droit et en devoir. Qu'est-ce que nous avons eu à proposer au CNT? On devait casser avec les deux modes d'élection pour ramener la proportionnelle au niveau local. C'est pourquoi nous ne serions pas opposés à ce que le recensement général de la population et de l'habitat soit terminé. Parce que le problème ici... Parce que lui, il va jusqu'en fin 2025, le RDPH 4. Mais permettez-moi de faire le point. Il faut l'attendre, docteur. Les élections seront en 2026 ou 2027. Permettez-moi de faire le point. Parce que les élections, le recensement général de la population et de l'habitat qu'on a eu en 2014, chacun se rappelle encore des critiques que nous avons formulées. Kaloum à côté, on nous a dit que Kaloum était crédité de 62 000 habitants. Mais avant,
le fichier électoral donnait déjà 60 000 électeurs à Kaloum. Wow. Quelle proportion? Vous comprenez? Alors donc, si nous prenons sur la base des chiffres complètement faussés de 2014, ce qui a d'ailleurs fait que, en termes de planification de développement, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'on a travaillé avec des chiffres qui étaient complètement faux. Vous comprenez? Il faut que c'est la vie. Mais alors, quand nation. on revient sur les élections législatives, puisque je crois qu'on est en train de se perdre là, qu'est-ce que vous avez proposé? Ce que nous avons proposé, il faut éviter la proportionnelle. Connaissant, non, la proportionnelle, nous l'avons ramenée à la base. Connaissant la population. Base, comment elle va se passer? Je vais vous dire. Connaissant la population de notre pays et sachant le nombre de députés, on va diviser la population par le nombre de députés pour savoir le quotient. Si ce quotient-là peut être sorti 6 fois dans Matoto, ça vous fait 6 députés. Eh bien, 6 députés doivent être élus à Matoto. Donc, il y aura une liste, n'est-ce pas, de 6 candidats pour chaque parti, pour chaque entité. Élus localement. Localement. En ce moment, l'avantage de ça, c'est que si les 6 députés sont élus, même pour des partis différents, vous verrez un caucus se former à l'Assemblée pour défendre Matoto. Même si l'un est de l'UFDG, l'autre du BL, etc., etc., ils se mettront ensemble parce qu'il s'agit... Aujourd'hui, nous avons des députés... Cela soit leur objectif. Pardon? Je dis pourvu que cela soit leur objectif. Pourquoi on sait un peu comment ça fonctionne. Ils n'ont pas le choix. La redevabilité elle va être due aux circonscriptions. Oui, mais on sait, ça c'est en théorie. Sinon, les politiques, ils ont toujours un intérêt au-dessus de l'intérêt surtout pour lequel le plus souvent ils sont élus. Vous savez, vous et moi. Je vais vous dire. Allez-y. L'une des raisons pourquoi les législatures fonctionnent très bien dans les pays comme au Libéria, comme en Sierra Leone, vous êtes élu dans un district que vous représentez. Et auquel vous rendez compte. Vous rendez compte. Chez nous, ceux qui ont ceux qui doivent rendre compte, ils sont combien à l'Assemblée? 33, 36 33, 38 sur 114. Ouais. Vous comprenez? Ils n'ont même pas la voix. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ceux qu'on prend. Regardez, même ceux qui sont élus par ces communes-là, leur vocation première, ce n'est pas la défense de ces communes. Non, moi, je connais des députés unanimaux quand vous discutez avec eux. Parce que déjà, la majorité des députés ne se sentent concernés par cela. Okay. Vous comprenez? On a 76 députés qui s'en foutent. Ils ne savent même pas les besoins des quartiers dans lesquels ils habitent. Ouais. À la limite, si vous êtes ami au leader d'un parti qui peut avoir 10, 20, 30 députés, vous pouvez vous faire flanquer 5e sur la liste, même si vous n'avez jamais été vu une seule fois par ceux qui vont voter, vous serez à l'Assemblée pour avoir votre prime. Il faut casser avec ça pour mettre les députés au travail pour le peuple de Guinée. Mais il y a d'autres qui ont une autre proposition à celle-là, en tout cas dans le souci toujours d'améliorer les choses. La représentativité. C'est d'aller vers, si vous voulez, la redéfinition de la cartographie électorale. Parce que si vous dites par exemple Matoto, c'est très vaste. Peut-être c'est de casser Matoto et pour l'adapter par exemple aux petites communes, disons adapter des groupes de quartiers aux petites communes qui existent comme Dixine, Kaloum. Est-ce que ce choix par exemple ne pourrait pas aussi régler et comme ça on supprimerait la proportionnelle, tout devient une nominale. Ce choix on peut aller vers ça. C'est d'ailleurs pour avoir 114 circonscriptions pour les élections législatives. 114 circonscriptions, on peut aller vers ça. C'est un début dans tous les cas parce que c'est plus gérable que d'avoir des listes dans 38 circonscriptions, que d'avoir 114, n'est-ce pas, circonscriptions électorales à gérer. C'est pour cette raison que notre proposition est intéressante par rapport à la proposition que vous avancez durant cette période transitoire. Moi, je voudrais qu'on parle de justice maintenant, parce que depuis les événements du 4 novembre, on vous a rarement écouté. Hein, Dr Faya, on a l'impression, bon, je comprends que vous étiez au Libéria, vous étiez plus occupé par ce qui se passait de ce côté que ce qui se passe en Guinée. Alors, depuis le 4 novembre, on voit un tout petit peu la justice se mettre un peu plus en branle. J'aimerais votre lecture sur d'abord ces événements-là, mais ensuite le fonctionnement de la justice avec la CRIEF qui, le plus souvent, libère ceux qui sont considérés comme ceux qui sont considérés, qui sont en prison pour différents délits que vous savez, mais qui sont libérés par la CRIEF.
Sauf que le procureur Ali s'y oppose à chaque fois. Donc, je parle de Damaro, je parle du fondateur du Dioma Cabinet Silla, etc. Quelle est votre lecture de tout ça? D'abord, par rapport à ce qui s'est passé le 4 novembre, ça nous a montré qu'il y a assez de faiblesse actuellement au niveau de la question de sécurité dans notre pays. Il y a assez de faiblesse. Parce que quand un commando peut venir opérer tel que nous voyons dans les réseaux sociaux pendant des heures pour sortir des prisonniers, il y a quand même soit on peut soupçonner une complicité ou alors une faiblesse réelle à ce niveau-là. Nous avons également, je n'étais pas là quand j'ai suivi que il y a eu des descentes dans certaines maisons. Là-dessus, j'ai regretté le fait que la responsabilité pénale ne soit pas transférable. C'est-à-dire que si je commets un crime, il faut aller après moi. Ni ma femme, ni mes enfants n'ont quelque chose à avoir dedans. La justice doit s'améliorer de ce point de vue-là. Avec elle, n'est-ce pas, nos forces de défense et de sécurité. On ne peut pas aller derrière le fils de quelqu'un lorsqu'on reproche à la personne quelque chose. Ça, c'est des choses qu'on ne souhaite pas. Pour maintenant revenir à la justice, il y a eu beaucoup d'espoir qu'on a eu lorsque la Cour de répression des infractions économiques et financières a été mise en place. Mais une première chose que nous avons constatée au niveau des moyens, est-ce qu'on a doté cette Cour de suffisamment de moyens? Je ne parle pas seulement de moyens matériels et financiers qui manquaient déjà, mais surtout des moyens humains. Parce que retracer l'argent sale, en Guinée ici, la corruption, c'est une autre école. Si le secteur privé n'évolue pas en Guinée, c'est parce que les acteurs publics sont en concurrence directe avec le secteur privé. Vous nommez quelqu'un ministre aujourd'hui, demain il va avoir 2 ou 3 entreprises au nom bizarre qui vont avoir tous les marchés et au bout, le secteur privé ne bénéficie que sous main, c'est-à-dire par comment on peut appeler ce terme, voilà, par sous-traitance, avec des ressources très maigres pour faire finalement le travail, parce que quelqu'un quelque part, utilisant la position qu'il occupe, a pris l'essentiel. Vous comprenez? Pour retracer, pour donner la lumière sur une gestion comme ça, il fallait chercher une expertise en la matière. En Europe, lorsqu'on recherche l'argent sale, il y a des cabinets spécialisés. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas juste en donnant quelques chaises et autres à une cour qu'on peut aujourd'hui déterminer que ce nom bizarre d'une entreprise qui a reçu un paiement de tel montant ou tel montant, surtout d'ailleurs en Guinée, les paiements ne se font pas par les banques. Les grandes gueules. Les paiements se font de main à une autre. Vous comprenez? Les cambus ici en Guinée sont plus riches que la Banque centrale. Nous sommes dans ce contexte-là. Alors, pour donner une lumière à tout cela, il aurait fallu... Donc c'est quoi, on n'était pas prêt pour la CRIEF? Je crois que les moyens ont manqué. Les moyens humains, l'expertise a manqué. Et finalement, nous sommes en train de voir... Parce que... Est-ce que c'est un problème d'expertise finalement? Oui, il y a un problème parce que par moment, vous voyez des choses que le bon sens permet, par exemple, de savoir qu'il faut faire, mais qui ne sont pas faites. Et on se pose la question, est-ce que finalement, on veut vraiment... Est-ce qu'on n'est pas plus préoccupé des apparats que de la véritable volonté de lutter contre la corruption? En tout cas, lorsque une fois j'ai fait le commentaire de la réaction de Ali Touré, quand on a donné une énième fois la possibilité à un des prisonniers de sortir, il ne faut pas qu'il excelle dans les recours, dans les appels, mais qu'il excelle en cherchant la preuve de culpabilité des gens qu'on est en train de mettre, de laisser en prison. C'est extrêmement important. Nous sommes en train de rechercher la justice, parce que sans la justice, il ne peut pas y avoir une paix véritable dans notre pays. Or, en matière de justice, mieux vaut se tromper pour laisser un coupable échapper que de mettre en prison une seule victime. C'est quelqu'un qui est complètement innocent. Un innocent qu'on met en prison. Or, dans le cas
n'est-ce pas, des procédures que nous sommes en train de vivre, que ça concerne Damaro, que ça concerne Bill Gates, Kassori, Boyer, etc. Nous n'avons pas encore sous la main de façon tangible des choses qui vont dans le sens de ce qu'on leur reproche. Donc, si la GRIEF doit faire quelque chose, c'est aller vers ça. Trouver la preuve que les gens qu'ils ont mis en cause soient effectivement coupables. Faut-il supprimer la CRIEF? Non, on n'a pas à la supprimer, sauf qu'il faut doter à la GRIEF des moyens nécessaires, une expertise. Aujourd'hui, on parle de réforme. Hein. Le ministre dans son discours, a expliqué qu'on va réformer la CRIEF en... Bon, mais ça date de plus de combien de mois déjà? Ouais. Charles, tu as dit que tu ne crois plus à ce qu'il dit. Non, je ne crois plus. Je l'évoque pour l'idée de comprendre la réaction de notre invité aujourd'hui. Est-ce que dans ce cas, on peut aller à la réforme, effectivement, de la CRIEF à 2 degrés? Je veux dire, mettre d'abord les tribunaux, donc les TRIEF, hein, et après maintenant la Cour au 2e degré. Les réformes seront nécessaires, mais surtout les moyens seront indispensables. Les moyens humains seront indispensables. Non, mais quand vous dites les moyens humains, moi je ne comprends pas. Ceux qui sont là, on doit les changer, on doit les former. Qu'est-ce qu'on doit faire avec eux en fait? Écoutez, quand on dit moyens humains, pour ceux-là qui sont là-bas, qui sont chargés d'accuser, d'entendre, etc., il y a ce qu'ils font. Mais il faut qu'ils s'appuient sur, n'est-ce pas, les résultats d'une recherche élaborée, des cabinets spécialisés en la matière. Est-ce que le problème n'est pas la question de l'enquête de moralité avant la désignation de tous ceux qui agissent spécifiquement dans le cadre de la lutte contre la corruption? La question de la moralité. Est-ce que, docteur, de votre point de vue, on a suffisamment pris de temps pour étudier les candidats, pour les examiner, fouiller dans leur passé, leurs antécédents, avant de prendre les décrets? C'est un problème général dans notre pays, même pas seulement pour cette cour. On a un véritable problème de choix des hommes et des femmes. Quand vous devez nommer quelqu'un à une responsabilité, le minimum, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que cette personne a été par le passé. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont été radiés de la fonction publique dans notre pays, qui sont devenus par après de super ministres. Exactement. Vous comprenez? Il y en a qui ont été virés par des sociétés minières. Voilà. Après, ils sont devenus ministres des mines. Justement, pour peu qu'on tienne compte du passé des gens, tu parles du ministre des Mines? J'ai dit aucun nom. J'ai dit il y a des gens qui ont été virés par des sociétés minières et puis après ils sont devenus ministres des mines. Imaginez la tête de ces sociétés minières quand vous apprenez que le monsieur que vous avez viré est désormais votre patron. Le choix des hommes pose un véritable problème. Là, il parle du ministre des Mines. Il parle du ministre des Mines. C'est pourquoi d'ailleurs je suis de ceux qui attendaient du CNRD et du gouvernement lorsque le fameux rapport de l'inspecteur vérificateur général d'État a soumis, quand il a parlé d'un échantillon de 1000 cadres, n'est-ce pas, dont on a vérifié les diplômes, et on a trouvé que 346 au moins n'avaient pas leur diplôme vérifié. Mais le vérificateur général, qui le vérifie lui? Est-ce qu'on a vérifié son diplôme à lui? Alors, parlons de cet appel, parce qu'il le fait maintenant, j'ai l'impression, chaque samedi, du vice-président de l'UFDG, Fodé Oussou, qui lance un appel à tous les politiques à s'unir justement contre Avuzarié. J'aimerais comprendre votre avis là-dessus, parce qu'après, j'ai l'impression qu'il a raison quelque part aujourd'hui, non? Écoutez, à chaque fois qu'on parle d'unité, ça s'entend bien. À chaque fois qu'on parle d'unité, ça s'entend bien. Mais il faut que les porteurs de messages soient les mieux indiqués. Fodé Oussou fait partie, n'est-ce pas, de la liste des insulteurs publics. Non, on sait comment ils traitent les autres. Comprenez? Oui. Et vous avez un point de vue différent. Le lendemain, sur les réseaux sociaux, on va vous traiter, on va même vous rappeler d'où vous venez, insulter le papa, la maman, etc., etc.
Je crois qu'il y a peut-être des gens... Mais ça commence à marcher parce que le RPG quand même. Hein? On a vu une délégation de RPG au siège de l'UFDG la dernière fois. Mais le RPG... En invité d'honneur. En invité d'honneur en plus en fait. L'UFDG, ce sont un bonnet blanc, blanc bonnet. Ils sont égaux. Hein? Chacun a formé des gens pour insulter l'autre. C'est eux qui ont créé... C'est eux qui ont créé l'insultologie dans notre pays. Le laboratoire des insulteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat d'idées. On va rappeler, n'est-ce pas, même le nez, comment est formé le nez de votre papa, etc. C'est quoi, vous n'allez jamais les rejoindre dans cette affaire, ça ne vous concerne pas, écoutez, monsieur je dis encore une fois, à chaque fois qu'on parle d'unité, ça s'entend bien, mais il faut que les acteurs qui portent le message soient les bons. Fodé Oussou n'en est pas un. Et parce que c'est lui, vous n'entendrez pas cet appel. Tant qu'il sera un insulteur public comme ces gens qui l'envoient dans les réseaux sociaux pour insulter, calomnier les gens. Je suis quand même un peu dessus, Dr Faya, parce que c'est vous qui avez l'habitude de dire que le message est plus important que le porteur du message. En fait. Non. Là, vous êtes en train de dire que parce que l'appel vient de Fodé Oussou, ça ne vous concerne pas. Vous êtes un journaliste, vous savez que si quelqu'un vient dans les grandes gueules, quelles que soient les belles idées qu'il va véhiculer, s'il fait à toutes les phrases qu'il va prononcer des fautes, finalement, les gens ne vont pas écouter ce qu'il va dire. On va compter les fautes qu'il va faire. Ah, il en a fait encore. Donc, il faut que les deux aillent ensemble. Que le message soit bon, que le messager soit bon. Il faut qu'on sorte complètement de l'insultologie dans notre pays. Très bien. Voilà. Docteur, on termine avec cette phrase. Est-ce que la transition va bien? Plus ou moins. Plus ou moins. Bien. J'aurais aimé avoir une réponse oui ou non. Ouais, ça, en tout cas, tel que je vois les choses que j'ai soutenues depuis le début, n'est-ce pas, du CNRD, les rapports que je reçois, ça se passe bien. Ça se passe bien. Vous faites confiance encore à... Très bien. Vous restez donc avec nous pour cette petite rubrique. Les grandes gueules, nous poursuivons avec donc comment on appelle ça? Le mur du jour. C'est comme ça il faut. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, Aïssatou Sané, qui est-ce? Et aujourd'hui, nous avons un sondage. Hein. Oui, nous avons un sondage, je l'ai reçu. Alors, ça s'est joué également entre Dr Faya, qui a eu 4 murs, et notre mur du jour. Mohamed Ali en a également eu 4, et puis Ruby en a eu 2. D'accord. Donc, ils se partagent le mur. Donc, des ex-échos. Alors, ensuite, le sondage. Des sondages. La question était de savoir si vous avez été convaincu par Dr Faya Milimono sur Facebook. Donc, 33% ont répondu oui, et puis 50% ont répondu non. Et puis, 11% étaient indécis. Et pour ce qui est de YouTube, la même question revient. 49% affirment n'avoir pas été convaincus par Dr Faya. Plutôt assure avoir été, non? Pardon, assure avoir été convaincu par Dr Faya, et 38% disent n'avoir pas été convaincus, et puis 13% étaient indécis. Donc ça va quelque part, ça va pas de l'autre. Oui, ça dépend des réseaux. C'est l'avis de nos auditeurs. Il y a plus d'insulteurs publics en fait, au Fouta, il n'est pas convaincu que sur l'autre. Donc plus d'insulteurs publics sur un réseau que sur l'autre. Merci Dr Faya d'avoir été notre invité. Merci Aïssatou Sané, merci les gars. Demain, ça va être le Before GG avec Diba Milimono. Nous avons été heureux de vous servir toute cette semaine, j'allais dire. Lamine Guirassi, auquel nous envoyons notre coucou. Lamine, Mohamed Mara, à qui nous disons prompt rétablissement. Et à la régie, merci mon cher Abdul Gadr. Je ne sais pas si c'est comme ça on prononce, mais merci de nous avoir aidés côté radio. À la télévision, l'homme de nuit était avec nous. Merci à toi, l'homme de nuit. Et puis, mon petit frère de Sigiri, Poutin, était également avec nous. Merci, Poutin, pour ce fabuleux travail. D'ici là, continuez de rester en compagnie de nos programmes, puisque vous le savez, le meilleur...